RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Et comme chaque semaine, on retrouve maintenant des souris et des hommes avec Jean Pouly. Aujourd'hui, bonjour Jean. Bonjour. Vous nous parlez d'une rovolution aujourd'hui. Est-ce qu'on va faire une révolution robotique ? Ben oui, j'ai pris exprès le titre en fait d'un ouvrage du célèbre entrepreneur lyonnais Bruno Bonnell, qui était connu pour avoir fondé l'entreprise de jeux vidéo Infogrames et puis qui a repris la marque un peu mythique Atari, voilà, et qui a écrit ce livre un peu provocateur, La Rovolution, voilà. Et effectivement, on peut se poser la question parce que finalement, en tout cas dans le domaine domestique, ça n'a jamais encore vraiment percé. On verra, il y a quelques exemples. Mais on sent bien qu'on est, quand on voit le dernier salon à Las Vegas, des innovations avec des petits robots partout, on est peut-être à la veille effectivement d'une révolution dans la robotique qui peut-être va s'étendre beaucoup plus largement que ce qu'on a connu. On va revenir sur les bases. La robotique, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que la robotique ? Eh bien, d'abord, moi j'aime bien revenir toujours à l'étymologie. Vous commencez à me connaître, Lucie. Alors, robot, j'ai découvert que dans les langues slaves, et notamment en russe, ça voulait dire esclave. Alors, c'est un peu surprenant, mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de déporter des tâches un peu difficiles, ingrates, répétitives, à d'autres. Donc, quelque part, ça a été presque conceptualisé avec l'esclavage, le concept de robot, et puis effectivement on l'a ensuite déporté sur des machines. Alors l'ancêtre des robots, c'est des automates, qui ont été créés il y a bien longtemps déjà. Léonard de Vinci créait des automates. Simplement la différence effectivement avec le robot qu'on connaît aujourd'hui, c'est que il peut disposer de capteurs, donc il peut exécuter des tâches en étant interactif. Voilà, on peut le programmer et il peut capter et donc changer une information en fonction des informations qu'il reçoit. Voilà. Alors aujourd'hui, la robotique, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement 4 grands domaines. Donc le domaine industriel qui a été le premier à démarrer dans les années 60 et qui compte aujourd'hui des millions d'unités de robots, notamment dans l'automobile. On voit bien ces images avec ces robots qui fabriquent automatiquement, donc le concept d'automate, des voitures. Et puis le domaine médical avec tout un tas d'appareillages pour faire des opérations. Le domaine militaire qu'on voit, par exemple, on parlait de la guerre du Mali. Aujourd'hui, il y a des drones, des avions pilotés automatiquement qui interviennent, ou des petites chenilles téléguidées qui font sauter des explosifs à distance. Et puis, évidemment, le domaine domestique avec des robots comme des aspirateurs, etc., qui commencent à venir, mais c'est assez récent, c'est plutôt les années 2000. Et puis également, pour finir, tout ce qui est exploration scientifique avec des robots pour explorer ce qu'on appelle les milieux hostiles, comme les fonds sous-marins ou encore l'espace. Et quelles sont les évolutions actuelles de la robotique et en quoi la révolution numérique impacterait-elle cette robotique ? Vous voyez bien que d'émission en émission, on voit que tout converge et qu'effectivement, l'accélération des réseaux informatiques, la puissance de calcul des machines, la miniaturisation qu'on appelle les nanotechnologies, j'en reparlerai, font que les robots deviennent de plus en plus, entre guillemets, osons le terme, intelligents. Et on reparlera aussi de la notion d'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça améliore significativement la robotique. Par exemple, dans le domaine médical, ce qu'on appelle la nanorobotique, nano qui veut dire petit, ou la micro-robotique va permettre des opérations de plus en plus complexes avec ce qu'on va appeler la micro ou la téléchirurgie. On va pouvoir aller dans le corps avec des robots et les piloter à distance, donc on va pouvoir faire des actes qu'on ne pouvait pas faire avant. On avance également beaucoup sur ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, c'est-à-dire quelque part sur la communication entre l'homme et le robot, sur l'ergonomie de cette communication, parce qu'avant c'était un peu compliqué de parler à un robot, ou en tout cas de communiquer avec lui. Et puis, on fait aussi d'immenses progrès sur ce qu'on appelle la bipédie, donc effectivement la reproduction des mouvements humains par un robot, puisqu'en fait les mouvements humains sont extrêmement complexes mais extrêmement utiles, et il faut une puissance de calcul extrême, et dans de toutes petites surfaces, pour pouvoir reproduire ces mouvements sur un robot. On parlait au début de cette chronique de rovolution. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets qui montreraient que cette rovolution est en marche ? Moi je vais prendre plusieurs. Alors le plus connu, moi j'en ai pas, mais dans le domaine domestique, il y a un robot qui s'appelle Roomba, qui marche très bien. C'est un robot un peu, qui aspire, c'est un aspirateur, sauf qu'il se balade tout seul.
C'est-à-dire qu'il y a des capteurs, il va dans un coin, et quand il est dans un coin, il repart un peu comme les aspirateurs de piscine. Les tondeuses à gazon aussi. Les tondeuses à gazon, donc ça commence à bien se développer. Et puis, puisqu'on est à Lyon, j'aime bien prendre cet exemple d'une jeune start-up lyonnaise qui s'appelle Ultimo, qui a un peu décliné le principe justement de ces aspirateurs à piscine pour faire un robot qui est piloté et qui permet de nettoyer toutes les coques de bateau. Parce qu'un bateau, sans ce robot, il faut le sortir, le mettre en cale, ça coûte très cher, il faut gaspiller beaucoup d'eau pour nettoyer. Et là, on peut le piloter, on a une caméra et l'opérateur qui nettoie peut faire ça très rapidement sans gaspiller d'eau. Donc une belle innovation. Et puis, dans le domaine beaucoup plus grand public, on a tous à l'esprit, enfin, pour les joueurs de jeux vidéo, en tout cas, la Kinect de la Xbox de Microsoft, qui a un petit peu popularisé justement ce qu'on appelle, l'interface machine, ce qu'on appelle la motion capture, c'est-à-dire la capture du mouvement, qui permet de contrôler un jeu vidéo sans manette. Alors, ce qui est marrant, c'est que de cette innovation ludique, on a décliné beaucoup d'autres innovations, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître le mouvement et on imagine toutes les applications qu'on peut faire. Et puis enfin, j'aime bien aussi prendre l'exemple des Google Cars, des voitures qui sont expérimentées. Il y a 12 voitures actuellement expérimentées par Google et elles ont fait près de 500 000 km sans avoir un seul accident. Alors on imagine que si vraiment ça réussit, cette expérience, ça peut donner beaucoup d'applications. Alors ça, c'est pour les points plutôt positifs. Est-ce qu'il y a des limites à cette évolution, j'imagine? Oui, comme toujours, Lucie. En tout cas, au niveau scientifique et technologique, moi, j'en vois pas beaucoup parce qu'on va aller très loin. Plus on va miniaturiser, plus on va aller loin. Quelque part, ce que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est de me dire, les vraies limites, elles ne sont pas techniques, scientifiques, elles sont plutôt presque d'ordre philosophique parce que finalement, si on reprend l'origine du mot robotique, on peut se dire, mais jusqu'où va-t-on déporter l'être humain? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'extérieur? Alors, pour réfléchir là-dessus, je m'appuie un peu sur Bernard Stiegler, qui est un philosophe français qui a inventé un petit peu cette notion anthropologique de l'homme avec la prothèse, la création de prothèses. Finalement, l'homme qui crée des prothèses depuis l'invention des outils, de l'écriture comme prothèse pour déporter sa mémoire quelque part, et qui définit presque l'homme. Donc, je pense que c'est totalement humain de créer ces prothèses, ces robots. Après, jusqu'où? C'est-à-dire que les questions qu'on peut se poser, c'est se dire, mais finalement, est-ce qu'on va encore pouvoir s'orienter sans GPS dans quelques années? Est-ce qu'on sait encore calculer mentalement? On appelait ça le calcul mental à l'école, alors qu'effectivement, on fait calculer par des machines. Et quelque part, quelle modification aussi ça peut apporter sur nos comportements, sur nos cerveaux, parce que je pense que ça peut modifier également le cerveau. Et puis, une autre question, c'est que finalement, on déporte toutes ces tâches à des robots, mais c'est aussi des gouffres énergétiques. Il y a des millions, des milliards de robots qui fonctionnent à notre place et qui coûtent très cher, qui dépensent beaucoup d'électricité. Et enfin, je pense qu'effectivement, c'est sans doute très intéressant d'explorer tous ces champs des possibles de la robotique, mais on aurait sans doute ce qu'on appelle dans l'écologie le principe de précaution à appliquer, parce qu'on n'hésite pas à dévier une autoroute pour éviter une mare où des espèces de têtards très rares habitent. Mais alors pour le corps humain, souvent on omet totalement d'appliquer ce principe de précaution, et je pense que pour la robotique, on devrait faire attention. De nombreuses questions autour de cette robolution. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.